Bonjour à tous, merci d'assister à cette conférence sur le thème Convaincre son banquier en 3 étapes, les conseils clés. Je suis Vincent Pompougnac, rédacteur en chef de Franchise Magazine et du site internet franchise-magazine.com. À mes côtés, 2 représentants des pôles franchise de grands réseaux bancaires français qui sont de gauche à droite. Laurent Thévenoud, directeur franchise et prescription chez SG, et Gilles Levallois, département franchise et commerce associé, Banque Populaire, groupe PPCE. Alors vous voyez qu'il y a le nom de Félicien Lapierre, responsable du pôle IDF prescription professionnelle franchisée et café hôtel restaurant de BNP Paribas, qui est inscrit sur la slide derrière nous. Et Félicien nous rejoint quand il sera libéré de ses obligations précédentes. Voilà, on va un petit peu faire un tour d'horizon effectivement de comment convaincre son banquier, des étapes à respecter et des conseils qu'on peut vous donner à ce sujet. Ce sera d'abord mes questions et nos amis banquiers y répondront avec plaisir. Et ensuite, ce sera vos questions. Et je sais que sur la thématique du financement, il y a toujours des questions parce que tout le monde a, a envie d'en savoir plus pour pouvoir un peu préparer son propre projet. Donc évidemment, on prendra du temps en fin d'intervention pour vous passer le micro et vous permettre de nous adresser directement vos questions. Sans plus attendre, je me tourne vers Laurent avec des questions d'ordre général pour commencer sur la franchise et la banque. On entend souvent dire que la franchise est plus sûre que la création d'entreprises en solo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est plus facile de vous convaincre de prêter de l'argent pour un projet en franchise? Alors bonjour à tous. Alors effectivement, en tant que banquier, là, on préfère effectivement les dossiers de franchise. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de nombreux avantages. On a l'habitude de dire que c'est pour une banque facilitateur de confiance. Les avantages qu'on va trouver en tant que banque, c'est déjà on va avoir des sites qui sont déjà exploités par le franchiseur qui vont nous servir de référence. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième avantage, vous allez avoir une notoriété de l'enseigne. Ça, c'est très important. Hein. C'est un point qui permet de démarrer très vite. Vous allez avoir une activité clé en main. C'est un des avantages. Un autre avantage, et c'est l'ADN de la franchise, c'est que vous êtes accompagné de A à Z, avant, pendant et après. Et puis, si on peut mettre un dernier avantage, c'est aussi, on va dire, un cadre juridique qui est le DIP et qui permet vraiment de créer votre projet en toute sécurité. Gilles Levallois, à quel moment faut-il aller voir son banquier lorsqu'on réfléchit à un projet de franchise? Est-ce que c'est en amont, avant d'avoir choisi son enseigne, ou est-ce qu'il faut déjà être plus avancé dans son projet? En réalité, oui, l'aspect préparation est fondamental. Donc, comme mon collègue l'a rappelé, c'est vrai que le DIP est une étape importante pour sélectionner, se renseigner sur l'enseigne. Il y a un certain nombre de sites également institutionnels. On a également des structures dédiées au sein de la plupart des grands groupes bancaires pour accompagner un projet sous enseigne et pour la partie, je dirais, enjeu, importance de s'installer sous enseigne. Moi, je dirais en synthèse, c'est toute la force, toute l'agilité d'un indépendant avec la force d'un grand groupe. Donc, Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un DIP, c'est le document d'information précontractuelle que le franchiseur doit remettre à un candidat au moins 20 jours avant la signature de son contrat de franchise définitif et qui contient un certain nombre d'éléments encadrés par la loi. Voilà, c'était pour fixer un peu le vocabulaire. On peut préciser très rapidement. Ce document, c'est un document qui est obligatoire, effectivement, loi Doubin. Vous allez retrouver des éléments je vais vous le dire très rapidement, c'est vous retrouvez le bilan de la maison mère, vous retrouvez la liste des réseaux, vous retrouvez les franchises entrantes et sortantes l'année précédente. Donc, si vous voulez signer avec un franchiseur, c'est d'avoir ce document dans les mains, ça vous apporte beaucoup, vous avez vraiment une visibilité complète. Et quelle banque dois-je solliciter en tant que candidat quand je veux me lancer? Est-ce que c'est mon banquier habituel? Vous allez parler des pôles franchises, une banque qui référence le réseau que je vise. Voilà. Est-ce que je peux m'adresser directement au pôle franchise ou je dois voir en local avec mon conseiller? Expliquez-nous un petit peu, Laurent. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs solutions. Ce qui me paraît évident, c'est déjà en première étape, c'est d'aller voir votre propre banque. Elle a une vision sur votre situation. Elle permettra de déterminer avec vous les capacités par rapport à vos ambitions.
Après, autre option possible, c'est chaque franchiseur, en général, est en relation avec nous, avec les pôles franchise. On a des partenariats et avec votre accord, un franchiseur peut décider de transférer au pôle franchise votre dossier pour qu'on puisse vous accompagner. Et puis bien sûr, la dernière option, c'est vous présenter dans une agence. Dans tous les cas, là je vais parler simplement pour Société Générale, vous avez un pôle expert qui interviendra et qui apportera toute l'expertise au conseiller qui a votre dossier entre les mains. Voilà, il faut peut-être préciser pour les personnes qui sont en reconversion, pour un projet de création d'entreprise, ce ne sera pas le même interlocuteur que pour son compte de particulier. Tout à fait. C'est un conseiller qui est dédié à cette activité et qui est suivi par le pôle franchise et qui va apporter toute cette expertise qu'on a sur les enseignes. Alors passons maintenant aux éléments qui peuvent vous convaincre ou vous dissuader de financer un projet, et notamment le secteur d'activité. On sait qu'il y a de nombreux secteurs d'activité représentés sur le salon. Y a-t-il, Gilles, des secteurs d'activité que les banques financent plus volontiers que d'autres? Si oui, lesquels et pourquoi? Je pense que c'est une réelle opportunité à partir du moment où on s'installe sous enseigne d'avoir justement un panel très très large en termes de secteurs d'activité. Bon, bien évidemment, économiquement, il y a des secteurs des fois qui sont un petit peu plus, on va dire, contraints ou pénalisés. Mais je pense que à partir du moment où quand même on va justement avec une réassurance sur des contrats de franchise, vous avez déjà, on va dire, toute une part d'analyse de marché, une analyse économique sérieuse qui vous permet de vous installer, quel que soit le secteur d'activité. Laurent Thévenoud, sur ce point, que vous pouvez nous dire? Alors, ce que je peux rajouter, c'est que si on observe vraiment le marché en global de la franchise, en nombre de points de vente, c'est la distribution alimentaire qui doit représenter de mémoire à peu près 18 000 points de vente. Donc, vous voyez, c'est un peu ce qui arrive en termes des financements. Après, vous avez derrière les services auto, vous avez les services à la personne et bien sûr la restauration rapide. Voilà, c'est un peu l'ensemble des dossiers qui sont beaucoup financés par les banques. Et elles ont tout un point commun, c'est qu'elles sont bien évidemment rentables. Alors, parlons maintenant de... Vous voulez rebondir, Gilles? Oui, en ajoutant que bien évidemment, le choix se fera également en fonction de l'apport. On va peut-être en parler tout à l'heure, mais en fonction de son apport, on définit également le type de modèle économique, d'enseigne que l'on peut financer. Alors j'allais venir à l'apport personnel du candidat, évidemment un critère déterminant. J'aime bien cette question, combien faut-il d'avoir d'argent au minimum pour emprunter afin d'ouvrir une franchise? Les banquiers n'aiment pas répondre, mais... Alors c'est une question qui revient tout le temps, effectivement. Ce qu'il faut avoir en tête pour votre apport, c'est qu'il va y avoir des variations suivant l'activité que vous allez choisir. En tant que banque, on est capable de vous financer presque la totalité du projet. On peut vous financer vos frais d'entrée, par exemple pour l'enseigne, mais il y a une partie qu'on ne pourra pas vous financer, c'est ce qui va représenter le stock et le besoin en fonds de roulement. En général, en tant que banquier, on aime bien que cette partie-là soit couverte par votre apport. Et c'est donc ces deux catégories qui vont déterminer à peu près le pourcentage d'apport que vous avez besoin. Gilles, sur ce point, vous confirmez? Oui, sur la partie apport et financement, on peut noter que, parce que souvent c'est une question qui revient dans nos banques respectives, les droits d'entrée se financent par exemple, parce que souvent on se pose la question, est-ce que les droits d'entrée peuvent être financés? Comme l'a rappelé mon collègue, c'est vrai qu'on va s'attacher surtout à dégager dans le plan d'investissement, en gros, toutes les immobilisations, donc tout ce qui concerne les travaux, les acquisitions de fonds de commerce, de droits au bail. Et c'est vrai que le BFR, donc la trésor en tant que telle, il faut en garder un petit peu pour le lancement également de l'activité. Donc on cherchera finalement à bien financer tout ce qui est finançable d'un point de vue, je dirais, économique et comptable presque, pour garder la trésorerie pour financer tout le reste. On entend souvent dire que l'apport personnel du candidat à la franchise doit représenter en moyenne 30% du montant global, mais ça peut varier, je crois, selon les secteurs d'activité. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ça peut varier?
Effectivement, selon le secteur d'activité, vous n'avez pas les mêmes besoins. Ça revient à ce que je viens de vous dire un peu. C'est stock, besoin de fonds de roulement qui vont énormément varier. Et on peut avoir une situation différente suivant les... Vous avez bien sûr, on parle de création en franchise, hein, où on va parler souvent effectivement 30%, mais vous pouvez avoir aussi une situation de reprise de fonds existants. Et là, en tant que banquier, étant donné qu'on a des bilans existants, on n'aura pas le même regard et peut-être pas besoin d'autant d'apports qu'une création pure. D'accord. Gilles, sur ce point? Oui, sur la partie apport, voilà, il est communément, on parle régulièrement des 30%. Bien évidemment, ça dépend du type de business. Il y a des activités qui sont plus ou moins consommateurs de fonds, donc sur des modèles, je dirais, de franchise comme le service à la personne ou des services on va dire très portés sur la personne avec peu d'investissements lourds. On peut peut-être envisager des études de dossier avec des montants très digestes à partir de 20 000 euros, 30 000 euros. Par contre, c'est vrai que dès que vous avez affaire à des très gros programmes avec beaucoup d'immobilisation, des travaux, des bâtis, là les apports s'envolent, je dirais à 300 500 000 euros. Ça va vite. Est-ce que le pourcentage d'apport a eu tendance à augmenter ces derniers temps, d'après ce que vous pouvez observer? Alors effectivement, le pourcentage d'apport a pu évoluer un petit peu. On a eu une période où vous avez eu un coût des matières premières qui ont pas mal augmenté. Ça a joué forcément sur le coût global d'un projet. Et c'est là qu'il y a pu effectivement il y avait eu des variations de montant, mais ça reste assez stable quand même. D'accord. En ce qui concerne le profil des candidats, qui est lui aussi déterminant, tout autant que l'apport, bien entendu, en termes d'âge, de situation familiale, de motivation, de traits de caractère, qu'est-ce que vous attendiez, votre perception du porteur de projet un peu idéal? Quelles qualités il doit réunir? Gilles, par exemple? Oui, tous les profils sont bons pour être entrepreneur. Donc, il n'y a pas d'âge, je pense. Enfin, il n'y a pas d'âge. Il faut quand même justifier en fait de qualité, de compétences. Bien évidemment, tout candidat qui pourra s'appuyer sur, par exemple, des aptitudes managériales, des capacités à gérer des points de vente, des capacités d'organisation, forcément, ça compte. Ça compte pour se lancer dans un business en franchise. Sur les profils, après, vous avez des profils également en reconversion, donc des salariés qui veulent, tout en capitalisant aussi là, sur leur expérience professionnelle, se lancer et se mettre le pied à l'étrier sur une affaire personnelle. Il faudra, je dirais, adapter en cohérence avec son environnement professionnel de salarié et son projet professionnel en entrepreneuriat. Laurent Thévenoud, vous confirmez, être un salarié qui n'a jamais été chef d'entreprise, pardon, c'est pas un handicap pour se lancer? Non, du tout. Il faut vraiment avoir en tête que la franchise, c'est vraiment un outil de reconversion. La franchise, elle vous permet de créer votre entreprise dans un domaine où vous n'avez aujourd'hui aucune compétence. Vous allez payer auprès du franchiseur des droits d'entrée, des droits de formation, et il va vous donner toutes les clés, tout son savoir-faire. Et si on regarde à peu près, on a 80% de nos dossiers aujourd'hui qui sont des dossiers de reconversion. D'accord. Donc, il y a quand même des commerçants qui rejoignent des réseaux, des professionnels du secteur. Ça peut aussi être un atout dans certaines conditions. Oui, il y a également des passages sous enseigne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est des professionnels qui veulent justement avoir un groupe, une force, une réassurance et tous les avantages. Parce que c'est clair que par exemple la franchise peut vous apporter tout de suite de la communication, des outils informatiques, tout un tas de, je dirais, d'outils pour bien se développer que ne peut pas forcément s'offrir un indépendant. Donc ça peut être tout à fait judicieux pour un professionnel indépendant de passer sous enseigne.
On voit aussi un phénomène qui se développe actuellement de personnes qui ont plusieurs points de vente, parfois sous plusieurs enseignes, donc ce qu'on appelle multifranchise et plurifranchise, notamment dans la restauration rapide. Ça, c'est quelque chose qui est de nature à vous rassurer, parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience un peu du pilotage de projet. Alors oui, là on a affaire déjà à des profils qui sont, on va considérer, expérimentés, qui ont démontré leur qualité de gestionnaire et leur qualité à s'adapter à une reconversion. C'est vrai que c'est des profils qu'on aime bien en tant que banque, effectivement. D'accord, très bien. Et un point sur le patrimoine du candidat. Est-ce que vous le considérez? Et si oui, de quelle manière? Laurent Thévenoud. Alors, quand on accorde un dossier, on l'étudie en globalité. C'est pas le fait d'avoir du patrimoine qui va faire qu'on va vous accorder un dossier. Hein. On va regarder la viabilité économique d'une opération. Et effectivement, le patrimoine peut nous rassurer, mais il y a d'autres éléments qu'on utilise d'autres outils. Je pense aux contre-garants comme BPI ou CAJ, qui viennent apporter leur contre-garantie et qui permettent de contrer dans le cas où vous n'avez pas du tout de patrimoine à présenter à la banque. Ça, c'est une question intéressante. On parle là de financement bancaire, mais c'est vrai qu'il y a d'autres sources de financement en complément qui peuvent exister. Gilles Levallois, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Oui, alors il y a des établissements spécialisés ou des filiales qui souvent d'ailleurs sont vraiment liés à nos groupes bancaires. Je pense par exemple au financement Crédit Bail qui permet de financer des matériels dédiés. Vous avez également des financements en quasi-fonds propres. Ça, c'est aussi un petit peu avec la BPI par exemple qui vous permet de bonifier finalement votre apport, bien évidemment aussi avec des critères d'éligibilité, mais ça permet d'être des financements qui ne sont pas à proprement dit bancaires. Et puis vous avez aussi des plateformes, on les rencontre un petit peu moins, mais vous avez aussi le crowdfunding avec des alternatives pour lever des fonds avec des plateformes dédiées pour également plutôt augmenter son apport, quoi. Merci beaucoup. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Félicien Lapierre, qui est toujours responsable du pôle Île-de-France, prescription professionnelle, franchisée et café-hôtel-restaurant chez BNP Paribas. Bienvenue. Bonjour. On va vous intégrer à la discussion. On était en train de parler des éléments qui peuvent convaincre un banquier de financer un projet en franchise. On s'intéresse maintenant à la réputation de l'enseigne. Sur Franchise Expo Paris, il y a en général... C'est le cas, je crois, cette année, 120 nouveaux concepts, nouveaux exposants. Financer pour vous un projet avec une enseigne qui débute, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou est-ce que vous préférez des réseaux matures, bien connus et dont la rentabilité est plus largement démontrée? Alors, effectivement, l'avantage de la franchise pour une banque, c'est d'avoir du recul et d'avoir effectivement comment le réseau s'est construit et comment les franchisés ont performé. Donc, s'agissant d'une enseigne qui est plus récente, on n'aura pas forcément ce recul, ce regard sur les performances des premiers franchisés. Alors, comment on va faire pour étudier les dossiers de financement des tout premiers franchisés qui s'installent et qui se lancent dans cette aventure avec ce nouveau concept? Finalement, c'est un travail de fond que l'on doit faire avec le franchiseur. Parce que le franchiseur, ce que les banques et ce qu'on demande à l'enseigne, c'est de démontrer que son concept est viable économiquement. Et comment il va le faire? C'est en fin de compte avec ses pilotes. Ce qu'on appelle les pilotes, effectivement, ce sont les premiers points de vente qu'il a créés lui-même. Et donc, pour ce faire, on va vérifier, valider les bilans, les performances économiques du premier point de vente qu'il a testé, du second, du troisième. Et on va essayer aussi de voir avec lui dans quelle mesure il a testé son modèle économique dans différents cas de figure. Je m'explique. Il a peut-être lancé un concept sur Paris. Est-ce que ce concept fonctionne bien en province? Il a peut-être lancé ce concept en centre-ville. Est-ce qu'il marche bien en zone périurbaine, en centre commercial? Voilà. Et donc, c'est tous ces pilotes, c'est tout les enjeux d'un franchiseur de créer plusieurs pilotes pour tester son modèle et vérifier que demain, lorsqu'il va le proposer à des franchisés qui vont investir, donc votre argent, votre investissement personnel, votre investissement financier, est-ce que cet investissement va dans un concept qui a déjà été éprouvé? Il ne le sera pas par des franchisés, parce que vous allez être les premiers, mais il le sera par ces pilotes. Donc je vous invite vivement
vraiment à questionner, à interroger le franchiseur sur les réussites de ses pilotes. Et il faut qu'il y en ait quand même un certain nombre. S'il a juste un pilote, c'est compliqué de vérifier un concept. Laurent Thénoux, vous abordez de la même manière un peu votre analyse des nouveaux concepts? Oui, effectivement, moi je rejoins Félicien sur le sujet, c'est l'analyse des pilotes, des succursales qui vont nous permettre de déterminer si on est sur un concept viable et duplicable. Société Générale est partenaire des révélations de la franchise. On est très à l'écoute de toutes les nouvelles enseignes qui chaque année arrivent. Vous voyez, cette année, la brigade a gagné les révélations. C'est important en tant que banque qu'on soit là au rendez-vous, qu'on soit capable de répondre à ces premiers franchisés qui seront présentés. D'accord. Je voulais ajouter également quelque chose, c'est sur les néo-franchiseurs, comme on appelle. Ce qui est important de noter pour vous, c'est de faire le point sur ce qu'ils vous apportent. Donc également les moyens qu'ils ont pour vous accompagner. Donc c'est vrai que sur les néo-franchises, il faut bien valider de votre côté que pour les futurs candidats, les moyens et en fait être franchiseur, ça demande quand même également une assise et des moyens conséquents parce que le métier de franchiseur, c'est un métier à part entière. Donc il faut qu'ils aient des équipes dédiées pour la formation, on en a parlé tout à l'heure, des équipes d'animation, des équipes dédiées à la communication. Donc il faut aussi faire un rapport finalement entre qu'est-ce que m'apporte l'enseigne et comment elle est organisée, est-ce qu'elle dispose déjà des moyens pour le faire bien. Je rejoins Gilles parce que tu as raison Gilles de le préciser, parce qu'en fin de compte, beaucoup de nouveaux franchiseurs disent voilà, moi j'ai un groupe d'affaires qui marche bien, je vais le dupliquer, je vais lancer la franchise. C'est pas le même métier parce qu'en fin de compte, le dirigeant est en mode de gestion avec des points de vente qui sont gérés par des salariés, donc c'est son équipe. Et demain, il va passer en mode de gestion avec des franchisés qui sont des indépendants. Donc c'est pas le même métier. Et Gilles le dit bien, il faut vérifier qu'il a la puissance financière, la réserve financière pour changer de métier. Et donc pour ce faire concrètement, il faut regarder le DIP. Et dans le DIP, vous allez avoir le bilan de la tête de réseau et vérifier que le bilan est solide. Voilà. C'est un exemple, c'est un conseil précieux parce que si financièrement, il n'a pas les reins solides, ça peut être délicat. Et pour résumer, qu'il s'agisse cette fois d'un nouveau concept ou d'un réseau plus ancien, quelles sont les informations essentielles qu'un candidat doit connaître sur l'enseigne qu'il s'apprête à rejoindre? Laurent Thénoux. Alors, c'est important de connaître déjà la stratégie de l'entreprise, savoir si vous êtes en phase, savoir comment est composé un réseau aussi, combien de succursales, on vient d'en parler, combien de franchises, savoir aussi quelle est la taille du réseau, quels sont ses résultats. Et puis, je crois que le meilleur conseil qu'on peut dire, c'est de faire ma vie, c'est de vous rapprocher d'un franchisé, et puis d'échanger avec lui. Et je crois qu'il n'y aura aucun problème pour avoir le maximum d'informations. D'accord. Gilles, vous voulez dire un mot? Oui, alors on va revenir sur le DIP. C'est vrai que ce sont des dispositions juridiques, mais c'est vrai que le DIP prévoit en fait dans cette période précontractuelle de pouvoir interroger, y compris d'autres membres du réseau. Donc, il faut vraiment que le candidat mette à profit cette période pour se faire communiquer des informations précieuses, notamment, moi je pense, sur la vie du réseau, les entrées, les sorties, les performances financières en fait également effectuées sur d'autres membres du réseau en toute transparence. Oui, et puis s'agissant d'un jeune réseau, c'est intéressant aussi de discuter avec les tout premiers franchisés. S'il n'y a qu'un ou deux franchisés qui se sont lancés dans l'aventure, il faut aller les voir, il faut discuter avec eux. Est-ce que l'accompagnement du franchiseur est intéressant? Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur de ce que doit faire un franchiseur? Donc échanger, partager avec les gens qui se sont lancés dans l'aventure pour avoir leur retour et leur feedback, c'est très important. Alors, si on passe maintenant un peu à ce qui constitue le dossier de demande de financement, que doit montrer l'étude de marché? Pouvez-vous nous rappeler un petit peu son importance? Laurent, par exemple. Alors, l'étude de marché, déjà, on parlait de DIP, elle est réalisée par notre franchiseur au niveau national, c'est une obligation. Elle est aussi réalisée en local.
Quand vous avez un projet, c'est important de vous impliquer dans cette étude. Parce que finalement, vous allez faire une étude vous allez rechercher quels sont les concurrents, vous allez rechercher quel type de client, comment va être votre zone, quelle tarification vous allez appliquer. Vous allez vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est important que cette étude soit réalisée. Et après, effectivement, vous pourrez comparer votre propre étude avec celle du franchiseur. D'accord. Vous dites que le franchisé doit s'impliquer, mais c'est quand même un métier. Il y a des sociétés spécialisées. Est-ce que vous conseillez de se faire accompagner quand même dans cette démarche ? On est en franchise, on parle d'accompagnement. Je pense effectivement, plus vous êtes accompagné, mieux c'est. Mais vous avez la possibilité aussi de réaliser votre propre étude. D'accord. Et pour simplement s'impliquer dans l'étude de marché local, par exemple, pour valider le choix d'un emplacement, quelle démarche on peut mener sur le terrain ? Gilles Levallois, le candidat, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est vrai qu'en fait, sur toute implantation, il doit y avoir l'alignement en fait, de 3 indicateurs. On a parlé de la force de la franchise avec tout ce qu'elle va apporter au service de son candidat. Elle va établir justement, normalement, c'est son professionnalisme dans l'étude de marché, l'étude en fait des forces et également des concurrents et donc des potentielles faiblesses sur le site donné. Et donc, accompagner un projet, ça demande également pour les banquiers d'appréhender l'implantation. Donc là, il y a une validation locale. En ce qui nous concerne, sur des banques régionales, par exemple, il y aura quand même une confrontation et on va dire une analyse contradictoire de l'étude locale de marché en prenant en compte toute l'actualité économique sur la zone. Très bien, merci. L'étude de marché, elle est effectivement très importante. C'est un élément clé du projet parce que globalement, quand on travaille avec des enseignes, l'avantage, c'est qu'on connaît globalement assez bien les ratios, les performances économiques, c'est-à-dire la marge commerciale, le coût de la masse salariale. Donc, ce sont des ratios financiers que l'on a appris à connaître grâce finalement à l'échantillon qui a été présenté par le réseau. En revanche, ce que l'on a du mal à appréhender, c'est le chiffre d'affaires d'une nouvelle implantation. Donc, il est important effectivement que le franchisé fasse son étude de marché. Cette étude de marché sera confrontée avec l'étude de marché, comme l'a dit Laurent, avec celle qui est réalisée par l'enseigne. Et donc, normalement, il faut qu'il y ait confrontation et qu'on arrive à des chiffres les plus précis pour effectivement trouver le bon chiffre d'affaires. Après, ça reste une étude de marché. C'est jamais une science exacte, malheureusement. C'est bien aussi de travailler sur des hypothèses basses. Et qu'est-ce qui se passe si finalement le chiffre d'affaires n'est pas forcément au rendez-vous, si on a une décote de 5-10% ? Est-ce que ça passe au niveau du prévisionnel avec les ratios que l'on connaît de l'enseigne et qui, eux, sont un peu plus prévisibles par historique ? Merci beaucoup. Même question sur le compte prévisionnel d'exploitation. Qu'est-ce qu'il doit montrer, démontrer ? Et est-ce que le franchisé doit se faire accompagner dans sa réalisation ? Gilles ? Oui, généralement, les plus grandes enseignes accompagnent et de toute façon valident aussi le prévisionnel sur chaque implantation. Là aussi, il faut que le candidat soit complètement impliqué dans la construction et la compréhension du modèle économique qui lui est soumis. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit non plus que le franchiseur qui présente le prévisionnel. Il faut que le porteur de projet soit aussi moteur et analyse les différents ratios pour communiquer et nous les communiquer, je veux dire, en toute transparence, mais en étant également impliqué sur le prévisionnel. D'accord. Est-ce qu'il faut également un plan de trésorerie, Laurent ? Et en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça vous permet de vérifier ? Oui, le plan de trésorerie, il est un peu indispensable parce que ça vous permet de vous projeter un peu sur la trésorerie au démarrage, hein, comment entrant et sortante, pour savoir comment va se comporter le démarrage d'activité. Donc c'est effectivement indispensable dans une présentation d'un dossier. Est-ce qu'il y a des éléments que les futurs franchisés ont tendance à oublier de joindre à leur dossier de financement, à vos yeux ?
Gilles, par exemple? J'ai pas- Est-ce qu'il y a des éléments que les franchisés ont tendance à oublier de joindre à leur dossier, des choses que vous aimeriez voir et que vous ne trouvez pas parfois? Bah, ce qu'on peut rappeler, c'est vraiment il faut qu'ils soient dans la préparation, y compris, je dirais, au niveau de la posture et de la préparation de leur entretien, parce que des fois, c'est vrai que bon, voilà, les candidats ne sont pas forcément très à l'aise dans cet exercice, mais il faut qu'ils soient, je dirais, motivés, qui restent eux-mêmes et surtout, je dirais, entrepreneurs. C'est-à-dire que ce qu'on attend en fait d'eux, c'est qu'ils soient pleinement impliqués sur leur business, quoi. Donc les pièces qu'on attend, c'est par exemple qui nous expliquent bien qui ils sont. Donc c'est vrai que par exemple un CV qui n'est pas toujours fourni permet des fois de, je dirais, bien dire en synthèse qui il est, par où il est passé et quelles compétences il peut mettre en jeu sur son projet. Voilà, ce que vous êtes en train de nous expliquer, en fait, c'est qu'au-delà de tous ces tableaux Excel, j'en sais rien, ces comptes, il y a la personne humaine qui va lancer le projet. Donc, vous voulez une adéquation homme-projet ou femme-projet, c'est ça, Laurent Thévenoud? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on recherche. On est dans 80% des dossiers, je vous l'ai dit, hein, c'est de la reconversion. Donc ce qu'on veut avoir, c'est en face de nous un créateur sur lequel on voit qu'il a eu une expérience, même si elle n'est pas dans le même domaine. On va s'appuyer sur ce CV et c'est vrai, je rejoins Gilles, souvent les dossiers, malheureusement, on va trouver tous les éléments, mais le CV n'est pas présent et c'est bien dommage parce que c'est l'une des forces du dossier. Félicien Lapierre, ou pas partager un peu ce sentiment? Oui, il faut convaincre son banquier en 1 heure, 1 heure et demie, donc l'exercice n'est pas simple. Donc moi, je conseille de bien préparer le rendez-vous, parce que quand on est devant le banquier, il faut savoir le convaincre, démontrer sa capacité à être demain chef d'entreprise, alors que, comme l'a dit Laurent, dans 80% des cas, on était auparavant salarié, donc ce n'est pas du tout le même métier. Ça nécessite beaucoup d'implication, ça nécessite aussi d'être, entre guillemets, multitâche, hein, puisque quand on est salarié, on a un cadre bien défini. Quand on est chef d'entreprise, on doit savoir vendre, gérer la trésorerie, être opérationnel, faire un peu s'occuper de l'informatique quand ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas du tout le même métier. Et il faut démontrer au banquier qu'on est capable d'endosser toutes ces responsabilités et d'avoir ces compétences pour gérer tous ces sujets, ces problématiques que rencontre un chef d'entreprise. Et puis, donc, moi, je donnerais comme conseil de bien préparer l'entretien. Donc, n'hésitez pas à pitcher avec vos proches, vos associés, votre famille pour dire, tiens, est-ce que si demain tu étais banquier, tu me prêterais de l'argent, de manière à pouvoir travailler, corriger le cas échéant la préparation du rendez-vous. Et puis un dernier conseil, c'est soyez transparent. Bien souvent, quand on est devant le banquier, on n'ose pas trop parler de soi ou de son patrimoine. Justement, le banquier, il a besoin d'être rassuré. Donc si vous avez du patrimoine, si vous avez un conjoint qui gagne bien sa vie, si vous avez des crédits, dites-le, soyez transparent, parce qu'à un moment donné, on le saura, on va le découvrir avec les relevés de compte. Donc il faut vraiment être le plus transparent possible pour que la décision soit la plus rapide et que le conseiller soit en position de vous aider à monter un dossier le plus viable possible. Est-ce que le candidat peut se faire accompagner lors de cet entretien? Si oui, par qui? Qu'est-ce que... Voilà. Un représentant du franchiseur, c'est un souci? Accompagner, moi je dirais, alors par le franchiseur, c'est pas forcément. Nous, on attend que le chef d'entreprise soit autonome dans sa présentation. Et son expert comptable Son expert comptable, ça peut être intéressant parce qu'on comprend aisément que tout le monde ne soit pas très à l'aise avec les éléments financiers. Et ça s'explique, ça se comprend. Donc un expert comptable, ça peut être parfaitement utile. Et puis s'il y a 2 associés ou 3 associés dans l'affaire, c'est important de venir à plusieurs, parce que souvent on attend une complémentarité entre les 2 ou 3 associés. Qui fait quoi? Il y a peut-être un financier, il y a peut-être un opérationnel, il y a peut-être quelqu'un qui est plus dans la stratégie. Donc c'est important de venir à plusieurs pour savoir qui fait quoi et comment la complémentarité des 2 ou 3 associés va faire en sorte que l'entreprise soit performante. Alors avant de passer aux questions du public, je pense qu'il y en aura, quel principal conseil vous avez envie de donner à un candidat candidat à la franchise qui veut se lancer en 2025 pour obtenir son financement? Qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre toutes les chances de son côté? Félicien. Alors, comme je le disais, c'est d'abord bien préparer son projet, avoir un dossier complet pour qu'il y ait le moins possible de questions, avoir bien préparé son rendez-vous, effectivement,
Et puis, il y a un point, effectivement, il y a 2 points, je dirais, qui est primordial pour convaincre le banquier. C'est le premier point, c'est le fait d'être pleinement opérationnel dans le point de vente, dans l'entreprise. C'est vous qui allez piloter, c'est vous qui allez lancer l'entreprise. Donc vraiment démontrer que vous êtes opérationnel dans ce projet. Et le deuxième point, c'est le prévisionnel. C'est un élément clé. Il va falloir démontrer au banquier que le chiffre d'affaires, le prévisionnel est réaliste par rapport à ce que vous avez pu étudier. Donc travaillez bien ce sujet avec l'expert comptable et votre franchiseur. Merci beaucoup Félicien. Gilles Leroy, vous, les conseils que vous avez envie de donner en la matière? D'être soi-même engagé et professionnel, puisque en fait on parle d'une validation d'un dossier professionnel. Donc être professionnel, c'est dans la préparation, c'est vrai, mais également dans la transparence et l'anticipation finalement des questions que le banquier peut se poser. Donc voilà, je dirais si on a l'alignement un petit peu de ces points principaux, normalement il n'y a pas de souci face au banquier. Et vous, Laurent Thévenoud, Eh ben, je dis qu'en choisissant la franchise, pour moi, vous faites le bon choix pour créer votre entreprise en toute sécurité. En tant que banquier, ce qu'on attend, c'est que vous présentiez un dossier clair et concis, et qui, comme on l'a évoqué pendant cet entretien, où on retrouve une adéquation homme-projet et puis une viabilité économique. Voilà. On doit retrouver dans ce dossier tout ce que le franchiseur nous a présenté en ratio. On doit retrouver cette adéquation. Voilà. Et si tout ça est au rendez-vous, eh ben, vous êtes en très bonne voie pour démarrer votre activité. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait lancer le débat dans la salle et poser une première question? Oui, merci beaucoup. Un micro vient vers vous. Un micro accourt vers vous. Voilà, merci. Oui, allô? Bah, bonjour, moi je m'appelle Arsène et j'ai 19 ans, c'est-à-dire que je suis un peu jeune. Et mon objectif, c'est de faire une franchise de fast-food. Et ce serait pour vous poser une question sur le CV, comme on parlait. Genre, imaginez que j'ai l'apport qu'il nous faut. Qu'est-ce qu'il me faut dans le CV qui peut vous faire accrocher à mon statut, quoi? Merci. Alors, qui veut répondre à cette question? Gilles. Comme on l'a dit, ce qui peut être un plus, c'est justement de capitaliser sur une expérience professionnelle dans ce secteur, par exemple. Donc si vous avez déjà été même une expérience professionnelle sur la restauration rapide, dans des responsabilités peut-être managériales, toutes ces expériences sur lesquelles vous pouvez capitaliser compteront dans l'analyse et dans votre légitimité à porter un projet professionnel. Merci Gilles. Félicien, non, un mot? Non, effectivement, je complète. C'est vrai que 19 ans, c'est un projet qui va devoir être bien défendu, hein, on va se dire les choses, parce que, comme on l'a dit, l'expérience est importante. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez démontré vraiment déjà une première expérience en tant que salarié qui démontre que vous connaissez la partie opérationnelle, puisque le secteur de la restauration est un secteur qui est porteur, mais qui a connu aussi un certain nombre de difficultés parce que contexte économique, inflation, télétravail aussi dans certaines grandes villes. Donc, il y a eu un certain nombre de sujets par rapport à ce secteur. Donc, on voit que c'est un secteur qui est exigeant. Hein. On pourrait penser que c'est facile, mais c'est tout sauf facile. Donc, il faut vraiment démontrer que vous connaissez le sujet et que vous avez déjà œuvré dans ce secteur qui est, je le redis, vraiment pas simple. Merci beaucoup pour votre question en tout cas, puis on vous souhaite de réussir dans votre projet. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Voilà, tout à l'autre bout de la salle et un peu vers le fond. Le micro accourt à grands pas. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir, moi c'est Daniel. J'ai une question par rapport à l'entretien avec les banquiers pour avoir le financement. Est-ce que c'est souhaitable d'être accompagné par son franchiseur?
Alors là, il va falloir répondre. Parce que c'est moi, vous Ouais. n'aviez pas très envie. En fait, ça dépend des franchises et des secteurs d'activité. C'est vrai qu'il y a des très gros franchiseurs qui prévoient en fait de vous accompagner. Donc, vous accompagner, ça ne veut pas dire être, avoir on va dire, c'est là où vous mettez le curseur. Comme le rappelaient mes chers collègues, il ne faut pas qu'il y ait d'ingérence, on va dire, un petit peu dans la partie, parce qu'on s'adresse bien à un indépendant. Vous êtes candidat indépendant, même si c'est sous enseigne, il faut que ça soit votre parole, ça soit votre engagement. Donc, que vous soyez assisté pour justement mieux communiquer, mieux appréhender le concept économique, très bien. Mais c'est vrai qu'on demande dans un entretien bancaire à valider en fait la capacité d'être entrepreneur. Donc, il faut aussi prendre ses responsabilités. Oui, moi, je suis d'accord avec Gilles. Il faut vraiment vous mettre en tête que quand vous êtes franchisé, vous êtes indépendant. Hein. Donc, effectivement, certains franchiseurs seront à vos côtés, mais le franchiseur, ça va être aussi pour lui un test de savoir qu'il peut compter sur votre expérience, pour être seul face à la banque. Donc, il faut se mettre dans cette position